Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Déjà, je vous donne le sommaire. Sommaire, ce soir, dans la Grande Team, nous vous donnons des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Amico, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants. Ça fait l'actu. Sans oublier le point de la Ligue 2. Bonne soirée en compagnie de Marie-Christine et la 3. Alors ce soir, comme l'indique la question LGT, on parlera donc des 2 matchs amicaux de la sélection ivoirienne, les 2 matchs amicaux à venir, alors que la question LGT est ainsi formulée. En l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Pour nous joindre, pour participer surtout à l'émission, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour les 90 minutes d'émission, je serai accompagné de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Et aussi Coach Kole Yaya, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on sera ensemble pour le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive. Voilà, on débute véritablement ici avec LGT News. LGT News. 13e Jeux africains pour ouvrir les news. Une autre médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire. 3e médaille pour la Côte d'Ivoire aux 13e Jeux africains d'Accra au Ghana. Et c'est au judo que cette breloque a été remportée hier, grâce à Dabone Zouleya. Sa défaite en finale face à la Sud-Africaine Martine Jasmine lui a directement octroyé la médaille d'argent. C'est d'ailleurs la 3e du genre remportée par la Côte d'Ivoire dans cette compétition. En lutte libre, Bakayoko Céline et Iwan Ami avaient réussi aussi à s'offrir l'argent. Rappelons que les Ivoiriens sont présents avec 9 disciplines à ces 13e Jeux africains d'Accra. Leur chance de glaner encore des médailles reste intacte. LGT. Voilà, votre émission, la Grande Team de ce soir, a un sujet principal pour le débat de ce soir avec la question LGT. En l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Ce sont les différents canaux pour nous joindre. On part donc pour le débrief des news. On commence déjà avec le retour du champion d'Afrique, Christian Kwame. Ouais, la formule est très bien trouvée. Le retour du champion d'Afrique, Kwame Christian, joueur de la Fiorentina du côté de l'Italie, qui fait donc son retour à l'entraînement. Il n'a quasiment pas encore joué depuis son sacre à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait 5 matchs qu'il n'a pas disputé. Bon, Kwame Christian, cette saison, j'ai vu ses 22 matchs, 1 but et 1 passe décisive. Pour être honnête avec vous, il a un peu du mal à convaincre et à s'imposer du côté de la Fiorentina. Lui qui avait été très bon du côté de la Belgique. Pour l'instant, la Fiorentina ne tient pas encore une place africaine pour cette saison, mais pour une place européenne pour cette saison, parce qu'ils sont 8e du championnat avec 43 points. Ils sont très loin des 75 points de l'Inter de Milan. Et puis, bon, heureusement pour eux, ils sont en Ligue Europa Conférence. Ils jouent les 8e de finale contre l'équipe de Maccabi Haïfa. Et on espère que notre Kwame Christian sera aligné pour aider cette formation de Fiorentina. Alors, il a manqué l'appel, évidemment, de Faye Metz par rapport aux 2 matchs amicaux qui s'annoncent face au Bénin et à l'Uruguay. Bon, c'est un avançante qui également a du mal à devenir un patron à Asso. Il y a le petit Konaté Karim qui est derrière, mais c'est un garçon qui a très souvent bien dépanné les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a réussi à faire quelques bons matchs au stade Ebempe. Il a très souvent marqué des buts pour sauver la situation en ce qui concerne les éléphants. C'est un garçon qui est intéressant, mais qui devait continuer à travailler, parce que par moments, il déçoit un peu. Il y a beaucoup de polémiques autour de lui, mais il a de la volonté, il a du courage, il est engagé, il est toujours présent, il est discipliné, c'est bien. En tout cas, bon courage et bon retour à notre champion d'Afrique. On espère que cette saison, il va élever son niveau de jeu, il va briller, et puis peut-être un peu plus tard,
retrouver la liste des éléphants avec FAMS. Bien sûr. Vous l'avez dit, hein, il manque justement à l'appel puisqu'il est de retour de maladie. Hein. Oui. Oui. De retour de maladie, bon, moi je veux dire, c'est l'un des joueurs de cette nouvelle génération qui a eu le plus de temps de jeu avec la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu ce match-là étincelant, un match pour moi qui sera une référence qui lui donnera cette place de titulaire indiscutable au niveau de la sélection nationale. Bon, on va dire qu'aujourd'hui que ce petit temps de pause après la CAN lui aura permis voilà, de se ressoucier, de se reprendre moralement, parce qu'il faut dire qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu une grosse pression morale sur ce joueur, une grosse pression surtout après, on va dire, ses contre-performances. Donc je me dis que ça peut être utilisé comme un repos et puis une reprise qui va lui permettre aussi d'avoir cette chance-là de se remettre en question et puis aussi s'imposer au niveau de la Fiorentina, qui sera pour moi peut-être un bon moral pour revenir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On sait le public ivoirien est très exigeant voilà, vis-à-vis de ces joueurs. Ce temps de repos-là pourra lui permettre, et c'est à lui de saisir on va dire, la balle au bon pour pouvoir se remettre avec la sélection nationale. En tout cas, bon retour justement à Christian Kwame, au champion d'Afrique. Christian Kwame, coach Koneyaya, avec vous, on parle du Barça qui élimine Naples. Oui, Barça élimine Naples, hein, contre toute attente. On a vu un grand Barça lors de sa 8e de finale, qui d'entrée a montré ses intentions. Le Barça d'entrée a attaqué, voilà, a mis de l'intensité, a essayé à mettre à mal cette défense de Naples. Et effectivement, on a vu que déjà à la 15e, Fermín López qui ouvre le score à la 15e, suivi 2 minutes après de Joao Cancelo, qui marque le 2e but. Et puis après, sur le 2e but, au risque de me répéter, vraiment, il a été vraiment une véritable muraille qui a permis donc, au Barça de pouvoir rester fort pendant ces moments faibles. Et puis après, on a vu ce 1-2 dans la surface de réparation qui a amené le 3e but de Lewandowski. Bravo, ça fait, je crois, 4 ans que le Barça n'était pas arrivé à ce niveau de la Champions League. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Xavi est en train de faire un gros travail avec cette jeunesse du Barça. Mais bon, c'est vrai qu'il a annoncé déjà qu'à la fin de la saison, il partira du Barça. Bon, et je pense qu'à sa place, je pense qu'avec le travail qu'il est en train d'accomplir, je pense qu'il devait encore prolonger et puis voilà, faire le bonheur des Barcelonais. Voilà, et vous l'avez évoqué justement, hein, ce jeune défenseur barcelonais de 17 ans qui a été vraiment impressionnant hein, dans ce match, arrivé à bout du grand Osimhen. Bon, fallait le faire. Il faut surtout saluer le culot de Xavi quand même. Oui. Mettre un enfant d'un tel âge dans une défense du Barça, dans un 8e de finale de Ligue des Champions, face à une équipe comme Naples, qui a un attaquant qu'on appelle Osimhen, il faut le faire. Maintenant, Xavi, c'est un pur produit de la Masia. Donc, il connaît les garçons qui sont formés là-bas. Mais c'est vraiment un grand culot de voir un entraîneur faire confiance. C'est un gamin de 17 ans dans un tel match. Vraiment, bravo à Xavi. C'est un coup d'œil magnifique. C'est vraiment un coup de maître réalisé par Xavi. Et oui, effectivement. Et surtout quand on connaît aujourd'hui le contexte dans lequel le Barça évolue. Barça a tout perdu. Aujourd'hui, je sais pas, elle est à 9 points du Real. Et au niveau de la Coupe nationale, le Barça est éliminé. Au niveau de la Coupe du Roi, le Barça est éliminé. Et vous savez, les supporters barcelonais, c'est vraiment, voilà, c'est difficile, mais ces jeunes gens-là, malgré cette pression, ont pu qualifier le Barça pour les quarts de finale. Bravo à ces jeunes. Exactement. Le tournoi de Montaigu 2024, Jean-Philippe, on en parle avec vous, hein. Oui, c'est un tournoi auquel la Côte d'Ivoire est habituée d'y participer. C'est un tournoi qui est organisé en faveur des espoirs. Il est dénommé le Mondial des Espoirs parce qu'il a permis de révéler pas mal de très grands athlètes. La Côte d'Ivoire est déjà montée sur la plus haute marche, je crois, 2 reprises au niveau de ce tournoi. Mais lors de la dernière édition, elle a terminé 9e et elle veut repartir à la conquête de ce trophée-là. Cette année, les éléphants vont donc affronter quand même 3 grosses nations dès l'entame de la compétition, c'est-à-dire la France, le pays organisateur, l'Argentine et l'Arabie Saoudite. On s'attend à ce que nos hommes, nos jeunes éléphants puissent saisir l'opportunité qui leur sera donnée de démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. L'année dernière, c'est le jeune attaquant de Lazid Abengourou qui avait terminé, je crois, meilleur buteur de cette
compétition, attaquant très clinique. Et cette année, on verra si la Côte d'Ivoire aura encore une autre révélation dans cette compétition. Mais c'est un tournoi quand même qui est très intéressant. Plusieurs, comme je dis, grands noms y sont passés. Thierry Henry, pour ne citer que celui-là, et bien d'autres stars du football mondial. Et donc, on s'attend à avoir du grand spectacle d'ici la fin de ce mois du côté de Montaigu. Du très grand spectacle, en tout cas. Et donc, les éléphantaux qui sont actuellement au labo. Bon, nous, on marque une petite pause. Dans quelques instants, on aura l'occasion de parler du focus de ce soir. Nous ferons donc un point sur les quarts de finale de la Ligue des champions asiatiques. Pour l'instant, une petite pause, pause publicitaire. Et donc, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande team, justement pour votre rendez-vous sportif quotidien. Et on part donc direction le focus. Les résultats des quarts de finale retour de l'AFC Champions League sont connus. La grosse sensation, c'est l'élimination de Al Nasser, oui, de Cristiano Ronaldo. Donc, retour sur les différentes rencontres. Déjà, voyons d'abord tous les résultats qui vont s'afficher. Alors, comme on le constate, pour ces quarts de finale retour, on a eu la rencontre Al Nasser, Al Ain, 4-3 au tir au but pour l'équipe de Al Ain. Après, comme on l'a dit, après prolongation. Au suivant, on a Ulsan et Jeonbuk, 1-0. Voilà pour ce match retour pour les hommes de Ulsan. Au match aller, ils sont séparés sur un score de 1 but partout. Al-Ittihad et Al-Hilal se sont séparés sur un score de 2-0 comme au match aller. Al-Hilal s'est imposé et a fait la différence. Yokohama, Shandong, eh bien Yokohama, bien sûr, s'est qualifié pour les demi-finales au détriment de Yokohama. Guillaume, justement, avec vous, parlons de ces quarts de finale. Est-ce que les équipes qualifiées sont les équipes les plus méritantes ? Oui, bon, déjà, ce qu'on a pu constater, c'est que l'équipe de Al Ain s'était déjà positionnée avec déjà de bonnes intentions. Une équipe qui, déjà au niveau des quarts de finale, avait, pour ce qu'on a actuellement avec des équipes en quart de finale, c'est l'équipe qui était la plus, on va dire, prolifique en termes de réalisation lors des phases de poule. Donc, ce n'est pas étonnant de les avoir à ce niveau. Donc, il faut dire qu'ils avaient terminé deuxième de leur poule. Et là, c'est carrément impressionnant. La grosse, on va dire, surprise, c'est la chute de Al Nasser. Exactement. Mais bon, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la prestation de Ronaldo. Ronaldo, effectivement, qui a été l'unique buteur pendant la séance de tir au but, mais qui n'a pas véritablement excellé pendant le match. Coach Yaya, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de Ronaldo? Bon, est-ce qu'on peut parler de fin? Bon, c'est une question effectivement qu'il faut se poser au vu de cette huitième de finale. Effectivement, il était en manque d'inspiration. On a tous vu durant ce match Ronaldo qui, d'habitude, lorsqu'il se retrouve dans les 18 mètres, il arrive à faire la différence. On l'a vu rater, manquer des buts élémentaires. C'est vraiment à se poser la question si vraiment Ronaldo n'est pas fini. Mais je pense que c'est un garçon qui continue d'apporter au niveau de la sélection portugaise. Donc, je pense que ce serait un peu trop tôt d'enterrer Cristiano. C'est peut-être un match sans, il était dans un jour sans, mais je pense qu'il a encore de beaux restes. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que les dirigeants de Al Nassr vont décider après, mais je pense que sur ce match, Ronaldo n'était pas présent. Et Jean-Philippe? Mais écoutez, d'abord, pour pouvoir déterminer la prestation de Cristiano, il faut regarder certains critères. Dans cette rencontre, on sait que ce qui faisait la force de l'homme, c'était sa vitesse et sa lucidité devant les buts. Cristiano a perdu sa vitesse. On a vu dans son double face-à-face au gardien de Haaland, il a manqué des occasions de but. Voilà, il a manqué également une occasion à 2-3 mètres. Mais est-ce qu'on peut résumer, je dirais, la forme actuelle de l'athlète à cette opposition? Je dirais non. C'est vrai, ce n'est plus le Cristiano Ronaldo qu'on a connu de par le passé, mais il a eu le mérite quand même d'inscrire un penalty qu'il a provoqué lui-même. Donc il était quand même dangereux tout au long de la rencontre. Il n'a pas réalisé une très belle performance, il était pris à partie par les supporters de cette formation, mais c'est un grand champion, on le sait, et on sait que généralement c'est dans l'adversité qu'il aime relever les défis. Sa fiancée l'avait annoncé lors d'un gala de manière officieuse.
Oui, c'est ça, je pense ne pas m'être trompé. Donc, elle avait annoncé simplement que Cristiano Ronaldo, normalement, c'était encore une saison ou deux, et puis stop. Quand on regarde, ça coïncide foncièrement avec la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'il veut aller jusqu'en 2026, jouer cette dernière Coupe du Monde là aux États-Unis, et puis raccrocher les crampons. De toutes les façons, il a battu tous les records possibles. Il n'a rien à prouver. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que essayer de le stigmatiser serait le rendre un peu plus victime de cette défaite de sa formation. Voilà, voilà, c'est juste qu'il a manqué des gestes inhabituels. Voilà, en manquant ces gestes inhabituels, il marque un but, il provoque un penalty, il se rend disponible pour ses coéquipiers. Mais quand on voit ce que la défense a fait, je pense que les dirigeants d'Alain doivent s'en prendre à eux-mêmes. Mais Cristiano aurait aimé briller, sûrement beaucoup plus. Lui-même qui s'en est excusé à la fin de la rencontre auprès des supporters. Ça prouve qu'il n'était pas totalement satisfait de sa prestation, mais je pense qu'il va rebondir. Voilà, c'est un grand champion. Il n'y a pas de raison que, je dirais, entre guillemets, sa carrière s'arrête sur cette rencontre où il n'a pas été au mieux de sa forme. C'est dommage, ça fait partie des, je dirais, des règles du football. On peut être performant aujourd'hui et ne pas l'être demain. Et c'était le mauvais jour pour lui. Il a juste manqué des gestes inhabituels, c'est tout. Moi, j'ai vu, il a loupé 2 occasions franches de but. Il a manqué un contrôle qui n'est pas habituel chez lui. Il y avait une passe décisive aussi pour Mané, si je ne m'abuse. Bon, tout ça réuni pour Ronaldo, ça fait un peu tôt. Mais sinon, il était présent. Il a beaucoup couru, il a dévié, il a pesé, il a respecté, il a harangué. Bon, il a fait ce qu'il avait fait habituellement. Seulement qu'il a manqué des choses que Cristiano Ronaldo ne manque pas habituellement. Mais sinon, et puis après aussi, il faut regarder la pression. Le match de tout à domicile, il y a tout un public, on attend de lui face à une équipe très très motivée, qui a mis beaucoup d'impact, ils ont été menés, ils ont été longtemps menés. Il a fait avoir un carton. Ça prouve que l'intensité, la pression était tellement sur ces joueurs-là. Par rapport à une compétition qu'ils découvrent tous quand même, j'ai envie de dire, cette Ligue des champions asiatiques, ils ont été achetés à Pont d'Or, là ils perdent au match aller 1-0, ils ont eu 3 domicile. Peut-être que la pression les a un peu, c'est vrai, ils sont habitués à la pression, ils ont joué dans les grands clubs européens, mais quand même c'est une pression asiatique, c'est un environnement, un climat différent. Mais Sadio Mané, il a couru, il a percuté, mais ce n'est pas le Sadio Mané habituel. Tout ça a été noyé par la défaite finale au tir au but. Qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais j'avoue, je le dis encore, il y avait une bonne équipe sur le terrain, c'était l'équipe de Al-Naïm. Elle méritait sa victoire jusqu'au bout, elle a joué pleinement et elle a emporté au tir au but. Félicitations simplement à l'équipe de Al-Naïm. Il y avait une très belle équipe en tout cas une très belle équipe de Al-Naïm. Mais messieurs, est-ce que vous pensez que justement Cristiano Ronaldo et Sadio Mané pourraient être encore la saison prochaine dans l'équipe de Al-Nassr? En tout cas, si c'est concernant l'enjeu financier, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer de club. Mais pour des ambitions personnelles, tout de suite, je me dis que faut pas se fermer avec ce championnat. Cristiano Ronaldo, certes, individuellement, il a les qualités qu'il faut, mais dans le jeu collectif avec Al Nassr, moi, j'ai pas senti un Cristiano Ronaldo appuyé. Voilà, qui avait, on va dire, des équipiers qui avaient l'habitude d'évoluer avec lui. On sentait que Cristiano Ronaldo généralement sur des actions individuelles. Donc pour moi, pour une fin de carrière, de retourner dans un championnat avec de la visibilité, pour moi serait l'aubaine. Donc moi j'ai pu voir un poste de Cristiano Ronaldo quand il félicitait l'ensemble de ses coéquipiers sur la dernière prestation. Généralement ce genre de publication appelle à beaucoup d'imagination. Parlant bien sûr de Sadio Mané, moi je pense qu'il est encore jeune, il a encore à proposer. Chercher certes à revaloriser sa manne salariale est très bénéfique, mais on est en train de perdre ce Sadio Mané qu'on avait eu du côté de Liverpool. On a vu, ça s'est répercuté sur ses prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'ai vu un Sadio Mané absent de cette compétition. Et puis, pour sa dernière on va dire, action lors de cette Ligue des Champions, un joueur qui va à un certain moment à ne pas maîtriser ses émotions, c'est dire qu'il est en train de basculer à un autre niveau de sa carrière. Quand on connaît Sadio Mané qui est très posé, qui n'a pas l'habitude de ce genre d'action. On rappelle le joueur, c'est un défenseur ivoirien, Otone Kwame, voilà, faut le rappeler. On n'a pas l'habitude de voir Sadio Mané avec ce profil. Donc je pense qu'il gagnerait à retrouver un championnat avec beaucoup de visibilité, qui lui donnera beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté et puis beaucoup de visibilité. D'accord. Prochaine étape de la Ligue des champions asiatiques, eh bien, c'est les demi-finales. Et voyons déjà les affiches des demi-finales.
Mais pour ces demi-finales, on aura Al-Ain, Al-Hilal et Ulsen HD, Yokohama FC. Al-Hilal, ça va être intéressant à regarder parce que Al-Hilal a sorti l'autre représentant saoudien dans cette compétition. Al-Hilal, c'est une domination sur ce match des quarts de finale. C'est 2 fois 2-0 face à l'équipe de Al-Ittihad. C'est une équipe qui est en pleine forme, qui domine la compétition. Je crois qu'elle a fait un parcours presque sans faute dans le tournoi. Ouais. C'est peut-être la grande favorite du tournoi. Et puis maintenant, devant, il y a cette équipe de Al-Ain. Est-ce qu'elle aura récupéré de tous les efforts fournis en quart de finale face à l'équipe de Al-Nas? Ce match-là, il ne faudra pas le manquer. Très belle affiche également pour l'autre demi-finale, notamment Yokohama qui a sorti Shandong sur 2 résultats, 1-0 et 2-1. Et puis Jamboung qui a sorti Al-San. J'espère que je prononce bien. 1-0, 1-1. On va suivre également cette demi-finale. Mais je dis Al-Ain et Al-Hilal, ce sera le match à ne pas manquer. En tout cas, des affiches qui s'annoncent explosives. Voilà, c'était donc le point des quarts de finale de la Ligue des champions asiatiques pour le focus de ce soir. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour l'actu. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. Et le téléphone est désormais ouvert pour vous permettre justement de participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT, en l'absence de Sébastien Haller par rapport aux 2 matchs amicaux à venir des éléphants, que vaut l'attaque des éléphants? L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affrontera donc en amical le Bénin et l'Uruguay sans son buteur, Sébastien Haller. Son absence suscite énormément d'interrogations sur la capacité de l'attaque des éléphants à être à la hauteur de la tâche. Donc suivons ce reportage préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. Voilà, donc justement, voyons déjà la liste, avant d'ouvrir le débat, voyons la liste des attaquants convoqués pour les 2 matchs amicaux. Eh bien, on a Jean-Philippe Crasso, 26 ans, Étoile Rouge, Belgrade. Jonathan Bamba, 27 ans, Celta Vigo. Ouma Diakité, 20 ans, Reims. Mas Alain Gradel, 36 ans, Gaziantep. Simon Adengra, 22 ans, Brighton. Nicolas Pepe, 28 ans, Trabzonspor. Karim Konaté, 19 ans, Red Bull Salzbourg. Jérémy Boga, 27 ans, OGC Nice. Allez, donc on sait déjà que le sélectionneur Faye a donc décidé de reconduire la même liste des champions d'Afrique, à l'exception justement des blessés, à savoir Séjourier et Christian Kwame aussi, qui revient de Palu. Et justement, Sébastien Haller, l'objet du débat de ce soir. Alors, messieurs, la question est donc posée, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Roger Stéphane. Bon, en l'absence de Sébastien Haller, l'attaque des éléphants peut se débrouiller. Je pense que moi, je vais trouver une formule polie. Oui, mais parce que le monsieur qui est absent quand même, c'est Sébastien Haller. Oui. Sébastien Haller, il est très précieux. On ne va pas se le cacher, il est au-dessus du lot. Il pèse sur la défense. Il met de l'impact. Il a des beaux appels, il a un très bon placement, il a un sens de finition qui est rare chez des attaquants. C'est vraiment un attaquant de très haut niveau. Ouais. Dès qu'il a retrouvé sa place de titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations de football, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur le front de l'attaque des éléphants. Donc, remplacer un monsieur pareil, ce n'est pas facile. Mais en même temps, on ne va pas faire injure non plus à ceux que Faye MS a appelés et qui sont là. En l'occurrence, ils sont 2 dans l'axe comme avant-centre. C'est Crasso et Konaté Karim. Alors je dis que ces garçons, ils peuvent se débrouiller. Parce que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que sur la dernière CAN, on a joué des matchs sans Sébastien Haller. On n'a pas été, je veux dire, ridicule non plus. Quand on joue contre le Sénégal, il rentre en coup de jeu. Il ne marque pas, on gagne le Sénégal. Il ne marque pas contre le Mali, on gagne le Mali. Il fait la différence en demi-finale face à la RDC et en finale face au Nigeria. Mais sans lui, on a réussi à s'imposer difficilement. Donc je dis qu'à la place de Haller, les 2 garçons qui sont là peuvent se débrouiller, ils peuvent conduire cette attaque des éléphants. Crasso, cette saison, c'est 23 matchs,
8 buts, 4 passes décisives. Ouais. Konaté Karim, il brille de 1000 feux dans son club. C'est 27 matchs, 12 buts et 6 passes décisives. Ce sont des statistiques intéressantes. C'est des garçons qui ont de la qualité. Ils n'ont peut-être pas le niveau, c'est vrai, de Sébastien Haller. Ils n'ont pas sa classe, mais ils ont de la qualité pour apporter, pour accompagner cette équipe des éléphants. Même si à la dernière CAN, ils n'ont pas été en l'air, ils ne se sont pas présentés sous le meilleur jour. Mais je dis que ces garçons peuvent bien se débrouiller sur le front de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. On a un appelant qui désire justement participer à l'émission avec cette question LGT, en l'absence de Sébastien Haller. Que vaut l'attaque des éléphants? On a M. Diomandé qui nous appelle de Abobo. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, ravi. Je salue tous les panélistes. Salut. Salut. Voilà, on vous écoute donc par rapport à la question LGT. On écoute votre réponse. D'accord. Pour moi, je ne suis pas trop inquiet. Voilà, parce que, vous savez, dans une équipe, il y a toujours un attaquant vedette. Les autres qui viennent après, là, souvent, à la traîne, ils ne peuvent pas avoir le même niveau. Même les équipes européennes, ils ne peuvent pas avoir le même niveau que le titulaire. Mais le conseil que je pouvais donner à le coach, voilà, c'est qu'il y a un jeune qu'on appelle Konaté Karim. Il faut le classer titulaire pendant 3 matchs pour voir. Parce que ce jeune-là, il rentre dans les matchs au moment où la Côte d'Ivoire n'a pas le jeu en main. À chaque fois qu'il est rentré au cours du jeu. Si vous avez bien remarqué, il rentre dans des matchs au cours du jeu où la Côte d'Ivoire n'a pas le jeu en main. Mais le seul match qu'on a pu mettre l'enfant titulaire, ce jour-là, on me dira que l'équipe était faible parce que j'ai l'habitude d'entendre ça. Et quand on se fait battre par les équipes faibles, personne ne parle que les équipes étaient faibles. Mais le petit a fait doubler. Il a été comme on appelle, impliqué sur 3 des buts de ses camarades. Ce jour-là, l'entraîneur a joué avec 2 points. Il tournait autour des choses et Sébastien Haller. Et le but de Sébastien Haller, c'était sur un penalty qui a été provoqué par Konaté Karim. Ce jour-là, je me suis dit, si l'entraîneur même Gassé, ce match qu'il a vu là, il ne faut pas qu'il se concentre et que non, l'équipe est faible. Il devrait reconduire l'entraîneur Faye. Non, c'était Gassé. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, c'était autant de Gassé. Voilà, il devrait reconduire la même attaque avec Karim qui tourne. Je vous assure que c'est une attaque qui va faire du feu. Parce que l'enfant, il a les appels très dangereux. Il a les appels très dangereux. Et avec un attaquant fixé qui est comme Sébastien Haller, je vous assure que Sébastien Haller, il serait tout disponible pour recevoir les balles de Konaté Karim. D'accord, ok. Donc ce jeune homme-là, il faut l'essayer sur 3 matchs comme titulaire. Vous allez voir qu'il pourra supplier valablement Sébastien Haller avant son retour. D'accord. Donc on note que pour vous, on devrait mettre plus l'accent sur Konaté Karim comme remplaçant de Sébastien Haller. D'accord. Oui. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diomandé. Merci beaucoup. Donc justement, on va revenir justement sur Konaté Karim, comme indiqué par l'appelant. Mais j'ai bien envie de vous entendre, Jean-Philippe, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants. Écoutez, l'attaque, c'est tout un système. Tout à l'heure, Roger Stéphane l'a dit. Alors, c'est 2 buts dans cette phase finale de Coupe d'Afrique, certes, mais peut-être qu'il y a un élément sur lequel Roger devait nuancer. C'est sur l'apport d'Haller sur les 4 matchs où il a joué. Il était décisif à chacun de ses matchs. Contre le Sénégal, il était décisif. C'est lui qui envoie cette passe laser au cœur de la défense sénégalaise qui provoque le pénalty sur Nicolas Pepe. Contre le Mali, l'égalisation, c'est une de ces déviations vers Oumar Diakité et qui va servir bien évidemment son coéquipier Adingra. Et puis on connaît la suite. En demi-finale contre la RDC, c'est lui qui marque le but. En finale, c'est lui qui marque le but décisif. Donc ça prouve que déjà à l'heure, au niveau de l'attaque de la Côte d'Ivoire, c'est un détonateur. Et sur certaines séquences même vidéo au cœur des éléphants, où on a pu voir par exemple Faye Mers dire aux joueurs que je fais confiance à Seb, envoyer le ballon, il va dévier, il va vous trouver, il va vous créer des espaces au cœur de la défense adverse. Quand vous avez Sébastien Haller, c'est bénéfique pour l'attaque en quel sens? Haller, c'est un aimant. Si vous l'avez dans votre attaque, c'est évident que les défenseurs, notamment les centraux, ne vont pas trop s'adonner à des tâches offensives, ne vont pas essayer même de trop s'intéresser aux autres joueurs. Ça libère de l'espace pour nos ailiers qui sont généralement rapides et fins techniciens. Là, sur cette configuration qu'on aura durant ces 2 matchs amicaux, on n'aura pas ce genre de joueurs. Donc, on aura des joueurs qui vont devoir faire face, entre guillemets, à leur destin. C'est-à-dire, par exemple,
l'élément le plus dangereux de l'attaque de la Côte d'Ivoire, à l'absence de Sébastien Haller, malheureusement, ce n'est pas un attaquant de pointe. Ce sera Simon Adingra qui va être suivi comme du lait sur du feu. Comment est-ce qu'on profite des espaces laissés par les équipes adverses quand elles vont se concentrer sur Simon? C'est là où on aimerait voir, bien évidemment, ce duo. Moi, je ne parle même pas d'une personne. Ce duo, peut-être qu'il va mettre en place, composé de Jean-Philippe Crasso et de Karim Konaté. Sous Gassé, pour pallier en l'absence de Haller, il faisait jouer un autre duo, mais qui s'est montré toujours inefficace. C'était le duo Christian Kwame et Jean-Philippe Crasso. Ce duo-là, je l'ai vu à 2 reprises. À chaque fois, la Côte d'Ivoire est sortie perdante, je dirais même largement. La première fois, c'était à Ndola, en Zambie, qu'il avait expérimenté cette attaque qui était très muette. On a perdu 3-0. Oui, mais Crasso était sur le terrain. Crasso était sur le terrain. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, il a expérimenté ce duo-là, au moins sur le terrain. Ensuite, on a vu la même configuration face à l'équipe de la Guinée équatoriale, si ma mémoire est bonne. On a vu également le résultat. Donc, aujourd'hui, Christian n'est pas là. Christian n'est pas là. Comment est-ce qu'il va jouer? Crasso, dans son club à Belgrade, il était appelé sur cette dernière rencontre avant la CAN à jouer en 9,5, pratiquement en 10 derrière l'attaquant de pointe. Et on sait que Karim Konaté en Autriche, c'est un attaquant de pointe, c'est un grand buteur. Donc peut-être qu'il va aller dans cette configuration avec 2 offensifs. Okay. Mais je vois très mal, en l'absence d'Haller, l'entraîneur essayer de jouer avec un 9. C'est-à-dire soit Karim, soit Crasso, parce que ça va être difficile pour eux de pouvoir s'exprimer. On va développer, messieurs. Pour l'instant, on a un appelant, on a M. Tapé qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Alors, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Mais madame, moi, ce que je voulais savoir, sans Sébastien Haller, est-ce qu'il peut pas, il n'y a pas encore des autres joueurs pour jouer? Sans Sébastien Haller. À l'ensemble de Sébastien Haller, là, si par exemple Sébastien Haller est gravement blessé, donc la Côte d'Ivoire, il ne doit pas avoir il n'y a pas des autres joueurs. Sébastien Haller, il est blessé, faites confiance aux entraîneurs, n'a qu'à faire confiance aux autres joueurs. D'accord. Hein? C'est ça? Non, Sébastien Haller, il nous a fait gagner la coupe, on est d'accord, mais il est blessé. Il y a des autres joueurs qui sont en Europe, il faut les faire confiance. Ouais. Parce que si on se base sur Sébastien Haller, j'espère que ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. Vous voyez la vérité et puis vous passez à côté. C'est pas bien. Faites confiance les autres joueurs. C'est ça l'équipe nationale. D'accord. L'équipe nationale, là, c'est ça. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Je salue tout le monde. C'est mon avis, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Tapé, qui nous appelait donc de Port-Boué. Merci beaucoup. Voilà. Donc bon, on poursuit, c'est la question LGT de ce soir, on poursuit donc, messieurs, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants pour ces 2 matchs amicaux à venir? On a déjà écouté Roger Stéphane et Jean-Philippe. Écoutons coach Koné Yaya. Bon, déjà, c'est clair, c'est indiscutable que Haller, c'est le patron de notre attaque aujourd'hui. C'est clair que Haller, quand il est présent dans notre attaque, c'est sûr que toutes les défenses adverses se posent des questions. Mais je dirais aussi que sans Haller, Konaté, Karim, Crasso ont aussi des qualités pour pouvoir, si vous voulez, tenir cette attaque. Ouais. D'ailleurs, c'est 3 profils d'attaquants différents. Quand on prend Sébastien Haller, c'est un peu comme Didier Drogba, c'est un peu cet attaquant fixe-là, qui joue beaucoup en remise, qui joue beaucoup en déviation, qui a besoin que les autres joueurs, les autres milieux de terrain puissent le trouver dans les conditions idéales pour qu'il puisse finir les actions. Crasso, c'est plus un attaquant de profondeur, un attaquant un peu plus technique, un peu plus à l'aise balle au pied, qui peut par moment décrocher, qui peut par moment faire des appels dans le dos de la défense. C'est aussi un atout. Il ne faut pas qu'on soit une attaque qui dépend que d'Haller, la dépendance à l'heure. Non, il faut aussi pouvoir compter sur ses profils. Konaté Karim, c'est un peu cet attaquant qui est un peu, si vous voulez, qui a un peu la qualité de Haller, qui a aussi des qualités de Crasso.
ce garçon-là, moi, je pense que c'est le moment de faire confiance à Konaté Karim quand même. Parce qu'il a démontré ici dans notre championnat qu'il était un véritable goléador d'or. Donc, moi, je pense que sans à l'heure, notre attaque garde intacte ses chances. Surtout que nous avons aussi des milieux de terrain offensifs qui sont Kessié, Seko, Sangaré, qui sont aussi des buteurs. Ils l'ont démontré. La plupart de nos buts, même quand Haller n'est pas là, c'est le milieu de terrain qui faisait la différence. Donc, je pense que notre attaque garde intacte ses chances. Et voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup coach Koneyaya. Le numéro de téléphone là 3 pour nous joindre, pour participer au débat de ce soir, le 27 21 59 93 99, que vaut l'attaque des éléphants, justement en l'absence de Sébastien Haller. Et Guy Orlus, on vous écoute maintenant. Ouais, bon, moi je dis généralement qu'une attaque, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un collectif qui a été construit lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu véritablement que c'était, on va dire, un ensemble qui avait été mis en place. On a compris tout de suite que le style de jeu de Sébastien Haller, c'était d'attendre des ballons de la surface de réparation et puis d'être dans la meilleure position et placer le pied. On a compris qu'il fallait permettre à ce jeune joueur-là de Brighton, à Dengra, bien sûr, de percuter et nourrir les centres pour Sébastien Haller. Ça a beaucoup marché. Oumar Diakité aussi, provocateur sur son côté, percutait, essayait de participer à densifier le jeu offensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc je pense que tous ces éléments-là sont sur place. Il manque seulement qu'un Sébastien Haller, l'expérience de Sébastien Haller, on va dire son poids dans le jeu. Mais aujourd'hui, quand on a le style de jeu de ce jeune joueur-là, Konaté Karim, moi j'ai toujours dit qu'il faut donner la chance à ce jeune joueur-là. Il va proposer, on va dire, quelque chose d'exceptionnel. Et là, on a la chance d'avoir une équipe qui a été construite avec des rôles bien dispatchés, bien distribués. Je pense qu'il manque seulement qu'un Sébastien Haller pour bien se positionner, placer le pied lorsqu'il est servi par Adengra ou servi par Oumar Diakité. On a aussi des joueurs d'expérience tels que Marcelin Gradel qui ont été appelés. On a dans le milieu des joueurs qui sont capables de faciliter la récupération et puis d'apporter offensivement, comme des joueurs comme Seko Fofana, Seri Jean-Michel. Donc je pense que le maillon, on va dire l'ensemble est là. Il faut donner la chance à ce jeune joueur-là. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est depuis un certain moment, il n'est pas aligné. Konaté Karim n'est pas du tout aligné. À un certain moment, je me dis que s'il reste sur le banc pendant une longue période, ça va le plomber. Donc je pense que cette fenêtre-là, ça va être l'occasion de permettre à Côte d'Ivoire de comprendre qu'il y a un joueur qui peut apporter au niveau de l'attaque. Donc je pense que Konaté Karim va remplacer, il va apporter, on va dire, ce sang-froid-là, et puis il va compléter. Voilà ce qui a manqué. Ok, on a un appelant. On a M. Kwasi qui nous appelle d'Abobo Ndautré. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, ravi. Alors, on vous écoute par rapport à la question LGT. En l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Au fait, à l'absence de Sébastien Haller, moi, je vois que Konaté Karim, Crasso, tout cela peut jouer le rôle. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les gars ne donnent pas de la confiance, de la motivation aux remplaçants Haller. C'est-à-dire, dans la sélection nouvellement, il ne marquait pas. Ils ont construit une équipe autour de lui pour que lui puisse se retrouver dans l'équipe où il est actuellement. Donc, c'est le moment de construire aussi ces attaquants qui sont là, de faire en sorte qu'eux aussi on puisse lire leur jeu, pour qu'on puisse les mettre dans le beurre, pour qu'ils puissent aussi contribuer à l'effectif. Mais si on va toujours chercher à dire que, bon, Haller n'est pas là, donc on ne va pas motiver ces attaquants qui sont là, mais eux le jour même que Haller ne sera pas là définitivement, une compétition qui sera importante. Parce que ce qui vient de se passer là, ça nous a raté. Il pouvait être disponible pendant toute la compétition, mais la chance pour nous, voilà la CAN, on a eu la chance qu'il est revenu. Et si jamais il ne revient pas dans une compétition, un jour qui est important pour notre pays. Donc c'est le moment, c'est l'occasion, ce sont des matchs amicaux, c'est le moment de prendre ces enfants-là et puis construire un jeu autour d'eux pour qu'eux aussi puissent se retrouver et avoir de la confiance effective. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwasi. Merci beaucoup pour votre participation. On a fait le tour de table. Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi, il y a un élément un peu qui me surprend quand on parle de temps de jeu dont manque Konaté Karim, temps de jeu dont manquent les autres par rapport à Sébastien Haller. Il faut qu'on leur donne un temps de jeu. Mais je pense que ces dernières années, Haller n'était
quasiment pas présent en équipe nationale. Il est tombé malade pendant 1 an. Ces garçons ont eu l'opportunité de montrer de quoi est-ce qu'ils étaient capables. En début de la CAN, il s'est blessé. On a tous vu la sécheresse offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, il est blessé. On espère maintenant qu'ils vont pouvoir saisir, je dirais, la chance qui leur est offerte. Mais il ne faudrait pas qu'on parle comme si il y a quelqu'un qui les empêche peut-être de s'exprimer parce qu'il est tout le temps titulaire, alors qu'ils ont eu l'opportunité de le faire. Moi, je souhaite et j'espère pour eux que sur cette fenêtre, on va affronter quand même 2 nations, je dirais, non seulement au style différent, mais au niveau complètement différent. C'est comme passer du froid au chaud. On va jouer le Bénin. Le Bénin, c'est, on va pas, toute modestie mise à part, c'est l'un de nos voisins, c'est le bon voisinage, bon, c'est un rencontre bon enfant, mais avec l'envie des Béninois de montrer qu'eux aussi ils sont capables de faire tomber les champions d'Afrique. Bien sûr. Et ensuite, on va jouer l'Uruguay, qui est un autre niveau. C'est là où on va voir si vraiment ces attaquants, parce qu'on lui a parlé de système offensif, je suis d'accord, mais je pense que la question est plus focalisée sur ceux qui sont capables de remplacer numériquement Sébastien dans le jeu. Parce qu'on sait qu'en l'absence de Sébastien, nos buteurs sont les milieux de terrain. C'est Seko Fofana, c'est Sangaré, mais qui, dans l'attaque, va véritablement remplacer notre buteur à même de par sa prestation, en venant à dire, ah, si demain Sébastien est un bobo, on peut compter sur tel en tant que neuf. Et jusqu'à présent, en l'absence de Sébastien, il faut qu'on soit clair, il n'y a pas un attaquant qui a convaincu. On espère que sur cette fenêtre qui va venir, Konaté Karim va montrer tout simplement que sur la lancée de ce qu'il a fait face aux Seychelles, il a aujourd'hui mûri, parce qu'il est en équipe nationale depuis au moins 2021, il a mûri, il peut maintenant être de plus en plus titularisé, et pareil pour Crasso. Non, c'est-à-dire que... D'accord, on va laisser Guy Orlus rebondir d'abord. On viendra à vous. Mais justement, avant, Guy Orlus, si vous permettez, s'il vous plaît. Comme l'a signifié aussi Jean-Philippe, effectivement, c'est un peu comme une seconde chance pour ces avant-centres. Déjà, qu'est-ce qui expliquait, moi, ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui expliquait cette inefficacité avant ? On l'a tous constaté. Oui. Le jeu proposé, ce qui manquait à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un véritable neuf. Ou bien un jeu qui tournait autour d'un attaquant de pointe. C'est ce qui a manqué. On a remarqué que tout de suite, quand MS Faye est arrivé, il a compris qu'il fallait ce neuf-là, il fallait jouer autour de ce neuf. Raison pour laquelle, lorsque Simon Adingra arrive dans le jeu, tout de suite, le premier réflexe, c'est de chercher Sébastien Haller. Et on a vu le résultat lors de la finale, c'était exceptionnel. Lorsqu'on a, par exemple, Omar Diakité, ou bien, comme il s'appelle déjà, Marcelin Gradel, lorsqu'il est dans le jeu, on savait généralement Mas Gradel qui cherchait lui-même à se créer des occasions ou à se créer des buts. Mais avec l'arrivée de MS Faye, le jeu de Mas Gradel a catégoriquement changé. Un jeu où on cherche un Sébastien Haller, quand on sait qu'il a la taille qu'il faut, il sait placer le pied quand il le faut. Donc le jeu a porté. Donc moi je pense que c'est ce qui a manqué à un certain moment parce qu'on ne peut pas avoir une équipe et compter généralement sur des ailiers pour faire la différence. Okay. Lorsqu'on a un jeu qui est porté vers un joueur qui a le charisme, qui a le physique qu'il faut, qui est capable de, pour moi, emmener 3 à 4 défenseurs, le jeu c'est tellement clair. Alors pour revenir à la question du jeu, la question est claire. En l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque ? On n'a pas dit que vaut le numéro 9, mais est-ce qu'il y a un manque de nous ? On parle de l'attaque. L'attaque est constituée généralement d'ailiers et de véritables neufs. Donc, c'est relativement à cette question que je dis qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire parce qu'on a un joueur capable de faire la différence. Il nous l'a toujours démontré. Et puis, la différence de Sébastien Haller, qui lorsqu'il participe au jeu défensif, on ne le retrouve plus offensivement. Donc je pense que Konaté Karim, c'est le joueur, sa jeunesse lui permet d'aller dans la récupération et d'apporter offensivement. On a vu ces beaux appels lors du match contre les Seychelles. Ouais. Voilà, pour revenir à la question concernant la nécessité de faire jouer, de positionner ce jeune joueur, la Konaté Karim. Remarquez, il est encore jeune. Et généralement, quand tu n'es pas aligné sur plusieurs rencontres, tout de suite dans la tête, lorsque tu n'es pas préparé, tu te dis que tu n'as pas le niveau pour jouer en sélection. Et aujourd'hui, c'est vrai, on va dire qu'il est encore jeune, il a du temps de jeu. On l'a vu avec l'équipe de Barcelone. On fait entrer un jeune de 16-17 ans qui fait la différence. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, il faut donner la chance à ce jeune joueur-là. Il a montré avec l'équipe de la SEC Mimosa, même arrivé à Salzbourg, il est carrément, il impacte carrément. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut lui donner sa chance. Konaté Karim n'a rien à envier. D'accord. Moi je dis toujours que lui, c'est un spécimen rare
faut lui donner sa chance parce qu'il n'a pas, c'est bien compris. Il n'a pas froid aux yeux. Pour vous, on doit donner sa chance à Konaté Karim. Oui, Roger Stéphane, n'était pas c'est-à-dire que moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Jean-Philippe quand il parlait de Crasso qui n'a pas convaincu. Je ne suis pas d'accord. Crasso, c'est vrai qu'il n'a pas fait une très bonne canne. Il n'a pas fait une bonne canne. La canne, c'est une particularité. Mais avant la canne et à la blessure de Sébastien Haller, le garçon qui était prédisposé à prendre l'attaque des éléphants, c'était Crasso. Pourquoi Crasso? Parce que sur les matchs amicaux, il avait été très bon. Les 2 premiers matchs amicaux, moi, je l'ai découvert. Togo-Guinée, il avait été très bon en France. Crasso, on a dit, ah tiens, quand Sébastien Haller était malade, on avait trouvé Crasso, c'était très bien. Ce garçon-là, il y a de la qualité, il peut remplacer valablement Sébastien Haller. On a tout dit ça sur des matchs. Seulement, il n'a pas fait une très bonne canne. Deuxièmement, sur Konaté Karim, Konaté Karim n'a jamais été titularisé vraiment. Le seul match où Konaté Karim a été titularisé, c'était face aux Seychelles. Et face aux Seychelles, vous avez vu que dans tout le mouvement, le garçon a brillé. J'ai vu Franck Kessié aller prendre un pénalty pour le donner à Konaté Karim. C'est la preuve que le garçon, quand on le met en confiance, il est capable de faire des choses. Et là où je suis totalement d'accord avec mon jeune frère Orlus, c'est que l'attaque, c'est un registre. Parce que Sébastien Haller ne joue pas seul. Il joue dans un registre. Il joue avec des acteurs. Et les acteurs avec lesquels il joue sont, pour ne citer que ces deux-là, Adengra. Adengra est un buteur. Il nous a mis un but face au Mali. Diakité Ouma est un buteur. Il nous a mis un but contre le Mali. Sébastien Haller lui-même est un buteur et passeur. Ouma est un passeur. Adengra est un passeur. Donc il y a tout un registre autour de Sébastien Haller. Si ce même registre est aussi performant autour de l'un de ces deux garçons, ça peut donner quelque chose. Maintenant, l'attaque, c'est encore un registre. Parce que vous avez derrière des gens qui construisent le jeu. Mais il y a des buteurs derrière. Ils l'ont cité. Sekou est un buteur. Kessie est un buteur. Sangar est un buteur. Donc on met tout ça dans un ensemble. L'ensemble de l'absence de Sébastien Haller n'est pas un couteau qu'on nous plante dans le cœur. C'est un pion essentiel qui marque, mais il y a des arguments à faire valoir en l'absence de Sébastien Haller. Et si on met ces garçons en confiance et qu'il y a un bon système autour d'eux, ça peut donner quelque chose. Je termine pour dire que on a été interpellés, mais nous, notre rôle, ce n'est pas de placer les joueurs en sélection. Hein. Nous, notre rôle, ce n'est pas de dire à Fayemès, tel effort, il faut le sélectionner. Ce n'est pas notre rôle. Fayemès est sélectionneur, il est plus brillant que nous, il connaît le football mieux que nous. C'est lui qui choisit ses joueurs. Donc, il choisit qui veut en fonction des profils. En fonction des profils qu'il recherche. Parce que tout le monde parle. Mais le sélectionneur, il cherche des joueurs et des profils par rapport à un ensemble. Donc, il ne faut pas nous interpeller pour ce qui n'est pas notre rôle. Pour dire, mais vous dites la vérité, vous ne dites pas. Non. Faye là, il fait son job, il maîtrise son job parfaitement. Il choisit les joueurs dont il a besoin. C'est lui qui est en mission. Ce n'est pas nous qui sommes en mission. Bien sûr, le dernier mot revient bien sûr au coach Faye. On a notre consultant, Dago Charles, justement, ancien attaquant aussi des éléphants, qui donne son avis sur le sujet de ce soir. Moi, je pense qu'en l'absence de Sébastien Haller, nous avons un certain nombre de joueurs qui peuvent faire l'affaire. C'est vrai que sur les côtés, nous sommes bien fournis, avec Pépé, Jonathan, Adengra dans l'axe. Jean-Philippe Crasso, pourquoi pas, mis beaucoup en confiance, il joue beaucoup. Parce qu'avant la CAN, il ne joue pas suffisamment en club, mais s'il regagne la confiance de son équipe et qu'il joue beaucoup, pourquoi pas, il pourrait faire l'affaire. Mais en second lieu, et ce qui me semble beaucoup plus réaliste, c'est vraiment Diakité. Voilà, ce garçon-là qui a fait montre d'un certain savoir lors de la CAN, jeune, insouciant, provocateur, percutant sur les côtés, qui ose. Un attaquant doit disposer d'un certain nombre de qualités. Et ce type de qualité, c'est vrai qu'il n'a pas un bon jeu de tête. Mais au-delà de ça, il a des super appels, il est agressif. Quand je me réfère à son dernier match face au Paris Saint-Germain, où il a fait montre d'un certain sens d'agressivité face à Akmi, qui donne le ballon à son coéquipier pour le premier but de Reims. Ensuite, franchement, un superbe appel qu'il réalise dans cette défense parisienne qui lui permet de marquer ce second but-là. Je pense qu'il a toute la classe, à mon avis, il a toute la classe de remplacer Sébastien Haller. Qu'on lui fasse simplement confiance. Je pense que ce garçon-là, il peut être un véritable remplaçant de Sébastien Haller, à mon sens. On a donc eu l'avis de notre consultant, Dago Charles, ancien attaquant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Un mot justement sur... Oui. Oui, bon, moi je veux revenir sur ce que Roger Stéphane disait tout à l'heure. Moi je pense que le profil idéal aujourd'hui pour remplacer, le profil entre Crasso et Konaté, le profil qui se rapproche un peu plus de Haller, c'est Konaté Karim. C'est Konaté Karim. Donc, et comme Orlus l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est toute une combinaison. Voilà. Et la bonne combinaison pour vous en attaque, c'est quoi? Konaté Karim et... Moi, la bonne combinaison, c'est Adengra sur le côté, Konaté en pointe et Diakité Ouma. D'accord. Voilà.
Ok, Guillaume, la bonne combinaison pour vous? Oui, bon, peut-être qu'on partage un peu le même esprit. Adengra, Konaté Karim et Oumar Diakité. Bonjour Stéphane. Bon, Jean-Philippe, moi, on est en train de mener un débat sur le sujet. Un débat dans ce débat. Oui. Il propose un 4-4-2, c'est-à-dire 4 milieux de terrain. Et puis deux pointes. Les 2 pointes, c'est Konaté, Karim et Krasso. Et puis au milieu de terrain, on a Seko, Kessé, Diakité Oumar et Adengra. Bon, c'est pas vilain. Parce que dans le schéma, il faut qu'on puisse retrouver Diakité Oumar et Adengra. Parce que ces deux garçons sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Adengra, il brille de mille feux avec Brighton. On ne va pas le laisser de côté. Diakité Oumar, on a vu son dernier match face au Paris Saint-Germain Reims. On ne va pas le mettre de côté. Donc, ça peut être intéressant aussi. Parce que je suis partant, évidemment, pour le fameux 4-3-3. C'est le plus classique que tout le monde connaît. Mais son 4-4-2 n'est pas mal non plus. Un 4-4-2 avec les 2 joueurs sur le front de l'attaque. Et puis en 4 milieux de terrain, 2 sur le côté, notamment Diakité Oumar et Adengra. Et puis 2 à la récupération, que sont Seko et Kessié. Ça peut peut-être marcher. Je dis pourquoi pas. Mais sinon, moi, en ce qui me concerne, je suis partant pour le fameux 4-3-3 avec 2 ailiers, mais en pleine forme, Adengra et Diakité Oumar. Et sur le front de l'attaque, pour le Bénin, pour le match contre le Bénin, essayer le petit Konaté Karim, pourquoi pas. D'accord. Bon, Jean-Philippe, il a donné... Non, si, il a donné un élément parce que, voyez-vous, les 2 attaquants n'ont pas le même profil, ceux qui seront présents. Il y a Krasso qui est un attaquant de fixation, technique, physique, intelligent. Et on a Karim Konaté qui est un renard des surfaces et un joueur de profondeur. Il a besoin d'espace. Donc, il faut analyser d'abord le jeu de l'adversaire pour pouvoir définir qui est-ce qui va pouvoir jouer sur le front de l'attaque. Donc, sur le Bénin... je pense que c'est un adversaire du niveau actuel, pour moi, du niveau actuel en termes de niveau international de Karim Konaté. Donc, sur le Bénin, avec un 4-3-3, bien évidemment, en laissant la même base de l'équipe championne d'Afrique, donc Seri Jean-Michel derrière Kessie et Fofana, on pourrait jouer avec, comme il s'appelle, Konaté Karim. Parce qu'il est évident que les Béninois de Guernotre qui vont croiser les champions d'Afrique ne vont pas forcément être très entreprenants. Donc on aura besoin d'un renard de surface pour pouvoir tout simplement ramasser, comme on le dit, les seconds ballons. Et je pense que quand même pourrait être intéressant. Mais face à une formation dont on n'est pas sûr qu'on va pouvoir la dominer, qui est l'Uruguay, en tout cas pour moi, il faut impérativement un homme comme Krasso. Quelqu'un qui va fixer, de plus physique, qui va épuiser l'adversaire au niveau des défenseurs centraux, parce que les Uruguayens en Amérique du Sud, ce sont eux que les meilleurs défenseurs centraux. Et par la suite, peut-être, avec les aménagements de l'entraîneur, ils pourraient faire entrer d'autres joueurs. Maintenant, c'est vrai, ils ont parlé tout à l'heure de l'attaque, du système, du fait que de registres et autres. Mais je suis d'accord avec eux. Sauf que, comme je le disais, ce n'est pas pour revenir sur la question, pour faire une quelconque polémique. Ce registre, il ne peut marcher que lorsqu'il est en phase optimale avec les meilleurs hommes qu'il faut. C'est-à-dire que si vous mettez Adengra, vous mettez Diakité Oumar, quand vous mettez un attaquant qui n'est pas en forme, ce n'est pas évident que ces garçons-là puissent réaliser de belles performances. Parce que quand ils prennent le ballon, en fin de course, ils ont besoin de trouver quelqu'un qui sait faire les appels de balles pour réceptionner leur cuir. La preuve, Adengra qui était absent sur la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu Diakité, comment il était quasiment inutile. Parce que sur le fond de l'attaque, il n'y avait peut-être pas les mouvements qu'il fallait, il n'y avait peut-être pas les appels qu'il fallait. Si vous mettez un autre attaquant, ce n'est pas sûr qu'Adengra puisse également avoir la même, comment dirais-je, la même prestation. Parce qu'arrivé un moment, quand vous cherchez un attaquant qui n'est pas mobile, vous êtes obligé de prendre le ballon et essayer de faire la différence vous-même. Donc, il faut faire très attention sur l'importance capitale de celui qui va jouer en fixation au cœur de la défense. Donc, pour moi... Voilà comment je vois ces deux rencontres. En tout cas, Jean-Philippe. En tout cas, la question LGT de ce soir, par rapport aux 2 matchs amicaux à venir des éléphants, en l'absence de Sébastien Haller, que vaut l'attaque des éléphants? Écoutons surtout le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question. Je pense que l'attaque ivoirienne est très riche. Bien vrai que le grand Sébastien Haller est absent, je pense pour cause des blessures, mais je pense qu'à la CAN, on a vu les performances des autres attaquants tels que Krasso, qui a été celui qui a ouvert le score lors du premier match. Donc il répond parfaitement à notre attaque. On a aussi quelques performances ou encore la bonne présence de Bamba, qui a également été très actif, très bon dans les dernières minutes de la finale. Donc on peut également compter sur lui. Ça ne sera pas un problème pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que, hormis Sébastien Haller, nous avons de très bons attaquants. Voilà, donc pour moi, ça sera bien corsé encore. Voilà, donc ça ne va pas déranger. L'attaque de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas atteinte parce qu'il y a
le grand frère, Mas Gradel, qui est un super motivateur. Il y a aussi Jean-Philippe Crasso, il y a Nicolas Pépé, il y a aussi notre petit frère Adengra. Donc nous n'avons vraiment pas à craindre. Le match va très bien se passer. Moi, je pense qu'en absence de Sébastien Haller, l'équipe de Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Parce qu'elle a fait ses preuves face au Sénégal, ensuite au Congo. On l'a vu à la finale, on l'a vu Simon Adengra. Il est très percutant sur son côté. Et moi, je pense que Konaté Karim aussi peut remplacer Sébastien Haller s'il est vraiment en confiance. Parce qu'on le voit avec son équipe là, ça va. Depuis qu'ils sont rentrés, je le vois, il est beaucoup, il est beaucoup décisif. Et je pense que ça peut aller. Avec Simon Adenga, Alain Gradel, je pense que ça peut aller. Voilà, nous avons un deuxième sujet justement pour l'actu de ce soir. Le deuxième sujet concerne la Ligue 2. La Ligue 2 était à sa 13e journée ce week-end. Et le constat est que la bataille pour la montée fait rage. Alors, messieurs, bon, déjà voyons les résultats et les classements dans les deux groupes au terme de cette 13e journée. Alors, au terme de cette 13e journée, Donkoff a été opposé au RFC à Boisseau, 2-1 pour Donkoff. L'US Fermier s'est imposé face à l'OFC Adjaki, 2-0. 0-0 entre US Tchologo et Issiawazi, 1 partout. Yakro FC, Africa Sport d'Abidjan. Siroko FC, USC Bassam, 1 but partout. Sio Boiflé, 1, Iska, 0. Coach Koneyaya, oui, bon, la suite déjà. Voilà, dans la poule B, on a eu les rencontres WAC Agi, 1 but pour l'équipe venue de Williamsville. Son FC s'est imposé largement face à l'ADFK, 2-0. EFIM Suesport 0-0. Oza, 1 but. Espérance de Boaké, 0. AS Tanda, 1. L'Anfiera, 3-1. Et puis l'US Bafing s'est imposé face à l'US Benjerville, 2-1. Donc, dans la poule A, Koneyaya, justement, dans la poule A, est-ce qu'on peut dire que l'Africa est finalement le grand gagnant de cette 13e journée? Oui, on peut le dire, parce qu'avec la défaite de... Non, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à une victoire de l'Africa pour pouvoir encore creuser l'écart, mais elle a été tenue en échec par Yamoussoukro FC. Ouais. Mais tout compte fait, voilà, égale toujours ses 5 points d'avance sur US Bassam. Donc, oui, on peut dire que cette journée a été assez intéressante pour l'Africa, qui prend 1 point. Et voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et on a nos reporters, Henri Joël et Béatrice Nicole, qui ont suivi à Yamoussoukro le match entre Yakro FC et l'Africa. On regarde. Moi, je n'ai pas tellement le penalty parce que ça, on s'y attend. Dans les dernières minutes, il peut y avoir une faute, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Il y a des arbitres qui sont prompts à siffler parce qu'ils sont très forts. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'on est 10 depuis 5 minutes. Suite à notre capitaine qui sort sur blessure. On a son remplaçant qui est là depuis 5 minutes, qui est prêt à rentrer. Et ça fait, on est à 10, on souffre. On veut le faire rentrer et le 4e arbitre attend. Et on prend le but, on prend le penalty. C'est ça qui me met en rage. C'est pas le penalty ça arrive. Peut-être on a fait faute, peut-être on n'a pas fait faute, je ne sais pas. Il faudra revoir les images. Mais cette situation où on a notre capitaine qui sort et on a notre joueur qui est prêt, il n'y a plus qu'à le faire rentrer. C'est frustrant. C'est frustrant. Alors ce résultat, vous le prenez comme une défaite ou... Parce que là, on était à la fin. Là. Non, on a fait un bon match, on a fait une belle situation. Comme vous avez dit, comme vous avez résumé, ce qui nous manque, c'est la concrétisation, d'avoir breaké, d'avoir mis le second but, surtout en première mi-temps. On a eu beaucoup de situations où on aurait dû mettre le second but plusieurs fois. On ne l'a pas fait. Tant pis pour nous, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à bosser. Il faut que... On va reprendre un cycle maintenant, puisqu'on a été sur une série de 8 victoires. Donc, bon, on est toujours sur une série de 9 matchs sans défaite, puisque c'est un nul. Mais bon, il faut qu'on se remette à bosser et qu'on se remette la tête dans le guidon et qu'on évacue cette frustration des 5 dernières minutes. C'est un jeune arbitre. Voilà, il a sa carrière qu'il doit respecter. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vraiment il y avait pénalty. Il faudrait que je revoie les images, mais à mon sens, il a eu des décisions... bizarre, mais bon. Après, dans le match, on avait la possibilité de le tuer plus tôt. Malheureusement, on n'y est pas parvenu.
Mais mon équipe a montré beaucoup de courage, beaucoup de qualité technique, en première période surtout. Mais je regrette qu'on n'ait pas pu marquer ce second but qui nous aurait peut-être certainement mis à l'abri plus tôt. Quand vous regardez le match, il y a des regrets quand même. Les enfants étaient très timides en première mi-temps. À la mi-temps, on leur a dit de jouer, d'aller chercher l'Africa. On a pu revenir au score. Bon, un but partout, c'est bon à prendre. On se contente de ça et on va continuer à travailler. Voilà, on avait donc les réactions de Pierre Mariotti, le coach de l'Africa Sport, aussi de Roger Boli, directeur sportif de l'Africa. On a pu avoir aussi le président de Yakro FC. Roger Stéphane. Bon, de toute façon, quand vous écoutez les réactions, tout le monde veut gagner le match. Bon, ils ont fait un match nul. Évidemment, c'est une bonne chose. Oui, mais l'Africa a le sourire. Parce que Isca n'a pas profité de la défaite du match de l'Africa Sport d'Abidjan. Isca a été battu par l'équipe de Boisflé 1-0. Ils avaient la possibilité de réduire l'écart en faisant un bon résultat. Malheureusement, Isca a manqué de réalisme et d'efficacité face à Boisflé. Ils se sont inclinés 1-0 et l'Africa, sur son match nul, fait la bonne opération parce que l'Africa, qui avait 29 points, a désormais 30 points. L'équipe de Isca reste à 25 points. Là, on a le classement. Voilà, désormais, vous avez 5 points d'écart entre les Verts Rouges de l'Africa Sport d'Abidjan et l'équipe de Isca. Bon, le championnat court encore. Mais oui, c'est une bonne opération pour l'équipe de l'Africa. Parce que tout le monde avait les yeux pointés du côté Yamoussoukro sur ce match-là. Yamoussoukro, en début de saison, était présenté comme un adversaire direct. L'adversaire direct de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que l'année dernière, Yamoussoukro, il y a 2 saisons, Yamoussoukro a joué le titre jusqu'à la montée jusqu'à la dernière journée. Là, l'Africa réalise 2 bons résultats. À l'aller, il bat Yamoussoukro. Au retour, il bat Yamoussoukro. Ils font match 1-1. Donc l'Africa, face à cet adversaire direct, a pris 4 points. C'est une bonne opération pour les Verts Rouges qui maintiennent encore leur position de leader dans cette poule A. Ils sont, je ne vais pas dire intouchables, mais ils sont passés très loin de créer un suspense qu'elle allait les poursuivre encore. Ils ne sont pas passés très loin de créer un suspense qu'elle allait les poursuivre encore jusqu'en fin de saison. Mais en tout cas, bravo à l'Africa Sport d'Abidjan, même si je crois que l'équipe de Isca n'a pas encore dit son dernier mot. On a le classement qui était affiché tout à l'heure. Si on peut revoir le classement justement de la poule. Alors, dans la poule A, l'Africa est leader avec 30 points, suivi de Isca, 25 points. L'USC Bassam est 3e avec 21 points. CO Boisflé, 4e avec 18 points. Alors, dans le milieu du tableau, on retrouve Issiawazi et RFC Aboisseau qui sont respectivement 6e et 7e avec 17 et 16 points. Dans le bas du tableau, on retrouve USC Thiologo avec 14 points, 10e. 11e, Sirocco FC avec 13 points, 12e, Donkov, voilà, qui est la lanterne rouge. Et dans la poule B, oui. Dans la poule B, Oza est leader avec 23 points, suivi de ES Bafing, 23 points. L'Enfera occupe la 3e place avec 22 points. ADFK, voilà, qui s'est fait surprendre par l'équipe, bien sûr, de Songo FC, occupe la 4e place avec 21 points. Au milieu du tableau, on retrouve l'ES Benjaville avec 18 points. L'ES Standa, voilà, la grosse équipe de Ligue 1 qui se retrouve en Ligue 2. 8e avec 16 points. Dans le bas du tableau, on retrouve l'Espérance, voilà, de Boaké, qui est 11e avec 12 points, suivi du COE Sport de San Pedro, 12e avec 5 points. Et pourquoi dans la poule B, les écarts sont si resserrés, coach Kodeyaya? C'est dire que... En tête de classement surtout. Voilà, c'est dire que les équipes s'y tiennent. Voilà, Oza, effectivement, qui a 23 points. Bafing, qui a su profiter de cette journée-là avec la défaite. Qu'est-ce qui fait la force de l'Oza? L'Oza, c'est à la base, c'est une académie. C'est une académie, c'est des jeunes gens qui ont fait la formation ensemble, qui l'ont vécu. Donc, forcément, ils sont bien coordonnés. Et au niveau cohésion, c'est une équipe qui est assez affûtée. Donc, des jeunes gens qui se connaissent très bien, qui ont depuis les divisions inférieures, on travaille ensemble pour, voilà, l'année passée, arriver en Ligue 2. Ouais. Donc voilà, c'est les jeunes gens pleins de qualités. Donc c'est ce qui dénote un peu. Voilà, mais voilà, et ce que je voulais dire, c'est surtout le Bafing qui profite de la défaite de l'ADFK, qui était jusque-là encore second au classement. Donc pour passer 2e. Donc voilà. Bafing que vous connaissez bien. Oui, Jean-Philippe. Ce qu'il faut noter, c'est que contrairement à la poule de l'Africa Sport d'Abidjan, dans cette poule-là, les écarts sont certes resserrés, mais l'Oza est une formation qui est en train de réaliser une performance assez inédite. L'année dernière, cette équipe a eu son accession au niveau de la Ligue 2. Et à 9 journées de la fin du championnat, elle se retrouve propulsée en tête de cette poule. Et donc, les hommes d'Hamza Gamal
sont en train donc d'essayer de réaliser quelque chose d'assez inédit, puisque on le connaît dans le milieu du football comme quelqu'un qui a fourni énormément de jeux aux autres clubs, et il a décidé maintenant peut-être de garder ses hommes pour démontrer que sa formation était vraiment de qualité. Donc Loza réalise quelque chose de formidable. Maintenant, pour en revenir à la poule d'Africa, c'est vrai qu'il y a un écart certes, mais 5 points, c'est rattrapable. Il reste 27 points à prendre. On a 9 journées de la fin. C'est vrai que, je le disais tantôt, beaucoup de personnes disent que dans cette course-poursuite, attention à l'Africa, mais je dis que pour l'instant, c'est l'équipe qui tient le bon bout. L'Africa compte une seule défaite dans ce championnat, c'était face à l'US Fermier et à Annie Bilecro. Et depuis lors, il n'y a plus une équipe qui a réussi à les battre. Et là, ils vont partir crescendo avec la confiance. Dans 2 journées, ils vont effectuer un déplacement en Boisflé. Je pense que ça va être le tournant de la saison. Si l'Africa, dans les 2 journées à venir, va et bat Boisflé, je pense qu'en ce moment-là... Après, il y aura Iska aussi. Oui, mais bon, c'est-à-dire que déjà, en battant ses adversaires directs pour le titre, on gagne en confiance. Et je dis derrière également, Iska n'est pas épargné parce qu'eux aussi pourraient se faire accrocher. C'est un peu ce mano-à-mano parce que, contrairement à l'Africa, Iska n'est pas dans une dynamique de victoire. La première vient de perdre. Et donc, ça va commencer à peut-être égrener des doutes dans l'esprit des adversaires du club. Pour se dire, ben voilà, ils sont en train de partir. D'accord. Bon, messieurs, pour terminer, déjà, par rapport à la Ligue 2, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage? Parlons de l'arbitrage. Mais je pense que la commission centrale des arbitres de la fédération est peut-être en train de faire des efforts pour assainir un peu l'arbitrage. Pour être honnête avec vous, depuis 2-3 saisons, tout le monde se plaint de l'arbitrage en Ligue 2. Depuis 2-3 saisons. Tout le monde. Vous parlez avec n'importe lequel des présidents des clubs, tout le monde se plaint de l'arbitrage. C'est un peu scandaleux. Donc la semaine dernière, il y a des arbitres qui ont été suspendus. Oui. Ceux qui étaient sur le match Africa-Sirocco et sur le match Iska-Sirocco, si je ne m'abuse. Donc c'est peut-être un message fort que Kalou Bonaventure et ses collaborateurs ont envoyé aux arbitres au niveau de cette Ligue 2. C'est très bien, il faut continuer. Là encore, il y a beaucoup de protestations sur le match de l'Africa Sport d'Abidjan. On a entendu le coach de l'Africa se plaindre, on a entendu le dirigeant se plaindre, Roger Bouli, etc., etc. Donc il faut continuer à sévir, à mettre de l'ordre, à tirer un peu les oreilles de nos arbitres pour qu'ils fassent un bon boulot. Parce que ce qu'il faut dire et qui est juste, c'est que la Ligue 2 est très belle. La Ligue 2 est tellement belle qu'on n'a pas besoin d'un arbitrage qui va aller pourrir cette compétition. Il faut que les arbitres se ressaisissent. Et la commission a bien commencé son travail. C'est déjà un très bon départ. C'est clair. Voyons déjà pour la 14e journée de la Ligue 2, le programme. Déjà, la Ligue 2 se jouera le week-end du 22 au 25 mars. Donc, voici les affiches qui vont s'afficher. Alors, donc, il faut dire que cette rencontre, on va dire la 14e journée de la poule A débutera par la rencontre USC Bassam, Yamoussoukro FC. L'Africa jouera Donkoff FC. OFC Adjaké sera face à l'US Tchologo. Issiawazi sera opposé à Sirocco FC. RFC Abosso sera face au CO Boisflé. Et enfin, Iska US Fermier. Voilà, donc les affiches sont affichées. Exactement, les affiches. Coach Koneya, aidez-moi, les affiches. Bon. Non, les affiches. Je voulais que quelqu'un fasse la faute comme moi, mais non. La formule est belle, la formule est très belle. Voilà. Très belle formule. Hein. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Vous au moins. C'est la fin de la grande team de ce soir. Ça a été un plaisir d'avoir été en votre compagnie, très chers téléspectateurs et très chers aussi membres de la team. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Merci Jean-Philippe. Merci, coach Koneyaya. Merci. Guy Orlus. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct, 20h30, en direct sur la 3. Bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.